de l'école SLK Business School. Donc, nous avons grand plaisir à vous recevoir aujourd'hui. Ce webinaire est dédié à un sujet de grande importance aujourd'hui et on ne peut plus d'actualité. C'est à la fois un sujet fondamental pour le marché des capitaux au Maroc, mais pour l'économie dans son ensemble, compte tenu de ses répercussions sur le financement de l'économie. La thématique est la suivante: gestion d'actifs, réformes et perspectives au Maroc. Donc, il faut savoir qu'à fin 2023, le Maroc a compté près de 660 milliards de dirhams d'actifs sous gestion, soit une performance remarquable qui illustre un potentiel très important pour notre place financière. Cette dynamique est soutenue à la fois par des ménages, mais surtout par les investisseurs institutionnels, qui trouvent dans ces véhicules de placement une alternative sécurisée et rentable pour valoriser leur patrimoine. Et bien sûr, si on veut revenir à des éléments davantage théoriques, il y a lieu de rappeler que l'épargne, sous toutes ses formes, elle constitue un pilier de la croissance économique à travers le canal de financement de l'économie. Au Maroc, cette réalité prend une toute autre importance. En effet, on a une épargne qui est relativement importante, une épargne de près de 28% de notre PIB. Sauf qu'il semble essentiel aujourd'hui, après autant d'années à compter de la libéralisation financière, d'assurer une meilleure mobilisation et un meilleur drainage de cette épargne vers les investissements productifs, notamment à travers les marchés de capitaux. Parce qu'il faut savoir que si l'épargne est relativement importante, pour sa part, l'épargne financière, c'est-à-dire la part de l'épargne qui est drainée par le système financier, à ce jour, elle ne représente qu'une part minime du total de l'épargne nationale, surtout pour ce qui est de l'épargne financière des ménages. C'est dans ce cadre que on réalise qu'il existe plusieurs défis qui sont rencontrés et que ça limite l'impact potentiel sur le financement de l'économie et la stimulation de la croissance. Aujourd'hui, nous avons des réformes en cours qui visent précisément à pallier à ce fossé, justement, en offrant des solutions adaptées, innovantes et compétitives, dans un monde où la finance devient de plus en plus internationalisée et où les frontières s'effondrent. Et nous nous trouvons justement aujourd'hui à une phase charnière, un tournant historique pour notre place financière. En effet, le marché des capitaux a connu plusieurs rounds de réformes depuis sa création au début des années 90, disant que maintenant nous sommes à la troisième grande phase de réforme, avec des événements qui remontent, ne serait-ce qu'à la semaine dernière, la transformation institutionnelle de la bourse de Casablanca en holding, l'opérationnalisation tant attendue du marché à terme, et le cadre législatif qui est en cours de refonte pour les OPCVM avec des ambitions claires. Renforcer la sécurité des investissements et la confiance des épargnants à travers des mécanismes avancés de gestion des risques. Il s'agit d'élargir la gamme de produits financiers disponibles et nous en parlerons plus en détail avec notre intervenant du jour. Ensuite, encourager l'innovation et diversifier les supports d'investissement et aussi le zonage géographique de ces investissements. Sauf que cette réforme, il ne faut pas la voir comme une simple extension du cadre réglementaire, mais plutôt une véritable refonte qui vise à hisser l'industrie marocaine de la gestion d'actifs aux meilleurs standards internationaux. Nous nous sommes engagés au Maroc dans une démarche de standardisation internationale depuis des années et c'est en train de se confirmer. Nous deviendrons sûrement, comme nous l'ambitionnons, une référence au niveau régional et continental. Je tiens à remercier, je ne vais pas être très longue, je remercie l'intervenant du jour, notre invité, M. Marouane Khazalaji. Nous le remercions pour sa présence et sa générosité. Donc, M. Khazalaji évolue depuis près d'une dizaine d'années dans le domaine des marchés financiers, plus particulièrement dans la supervision et le contrôle du secteur de gestion d'actifs au Maroc, en particulier les OPCVM. Donc, merci M. Khazalaji. Je remercie aussi les participants à ce webinaire qui sont nombreux, tels qu'on le voit. Merci pour votre engagement et votre disponibilité. Je vous inviterai à tirer pleinement parti de cette rencontre en plaçant tout le long du déroulé sur le chat toutes questions que vous avez. Nous en sélectionnerons quelques-unes auxquelles notre intervenant répondra en fin de séance. Donc, pour le déroulé, il s'agira d'avoir
Session de questions-réponses, une présentation de notre intervenant qui durera à peu près 45 minutes et ensuite nous enchaînerons sur 10 à 15 minutes de questions-réponses avec vous, donc n'hésitez pas. Et donc, première question avec laquelle je vais commencer, c'est pourriez-vous nous donner brièvement, déjà pour les novices, une définition et citer les spécificités de la gestion d'actifs? Merci encore une fois, à vous la parole. Tout d'abord, déjà bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Daniela. Je remercie également l'USSK pour l'honneur qu'elle m'a donné en cette journée de parler de ce sujet d'actualité, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction. En effet, le paysage de la gestion d'actifs avec tous ces véhicules d'investissement qu'on aura l'occasion de voir par la suite a tant évolué au niveau des 5 dernières années, donc depuis 2019, comme on va le voir, avec l'introduction de nouveaux véhicules, la refonte de véhicules déjà préexistants. Effectivement, toute la refonte juridique du marché des capitaux marocains qu'a connu le marché des capitaux marocains dans ces dernières années, elle s'inscrit dans un cadre de contribution au développement de l'économie marocaine. Et donc, qui dit de nouveaux produits, qui dit un cadre juridique propice à l'attractivité d'investissement à l'international, dit forcément des investisseurs, que ce soit locaux ou internationaux, qui seront plus intéressés par la place financière marocaine. Donc, pour entamer notre sujet, pour répondre à votre première question, avant d'entrer plus en profondeur dans les différents véhicules d'investissement dans la gestion d'actifs au Maroc, avec les chiffres à l'appui, bien sûr, donc on va dresser un peu brièvement l'état des lieux de ces véhicules d'investissement. Il est préférable donc, pour notre audience de traiter le sujet à la racine et surtout de définir un peu de manière conceptuelle comment fonctionnent ces véhicules d'investissement. Donc, il faut savoir que quand on parle de gestion d'actifs, on signifie par là, la gestion d'actifs, on l'appelle également la gestion de portefeuille ou la gestion pour compte de type. Donc, c'est une activité qui consiste à gérer, à placer des capitaux confiés par un investisseur, qu'il soit une personne physique ou une personne morale, donc un investisseur tout court, qui va confier ses capitaux à un gestionnaire, à un professionnel qui va se charger donc de les placer et de les gérer pour le compte de cet investisseur au sein des marchés financiers. Donc, le but étant bien sûr de fructifier l'emploi des dix capitaux et de réaliser en fait le meilleur rendement possible en définissant un risque d'un commun accord avec les clients. En fait, il faut savoir que la gestion d'actifs, que ce soit la gestion, on va délimiter, on va subdiviser par la suite les différentes typologies de gestion d'actifs. Et la gestion d'actifs, en fait, en tant que telle, est délimitée par ce qu'on appelle un mandat de gestion. Donc, le mandat de gestion, il peut être soit contractuel, soit réglementaire. Alors, en fait, toute la base de la gestion de portefeuille, elle est basée sur un contrat qui va lier le gestionnaire et l'investisseur. Dans ce contrat-là, on va spécifier la politique d'investissement. Oui. On va spécifier l'horizon de placement, le niveau de risque qui sera accepté par l'investisseur, bien sûr en concertation avec son gestionnaire. Et donc, ainsi que plusieurs d'autres directives qui vont être spécifiées au niveau de ce contrat. Et ce contrat va vraiment encadrer le gestionnaire de manière à ce qu'il ne sorte pas vraiment de ce qui a été convenu avec l'investisseur en termes de stratégie d'investissement, en termes de contraintes d'investissement. Donc, comme je viens de le dire il y a quelques minutes, en fait, là, on peut subdiviser la gestion d'actifs en deux types de gestion. Il y a ce qu'on appelle la gestion collective ou en d'autres termes, la gestion d'OPC. OPC veut dire organisme de placement collectif. Et il y a aussi ce qu'on appelle, en deuxième lieu, la gestion individualisée. Donc, nous, au Maroc, on a les deux.
Donc, Oui. on a la gestion individualisée, qui est la gestion sous mandat, en autre terme, pour décrire la gestion individualisée. Donc, je vais justement commencer par décrire réellement ce que c'est qu'une gestion individualisée. Donc, en fait, la gestion individualisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle peut s'adresser autant à un investisseur professionnel, un institutionnel, une compagnie d'assurance, une caisse de retraite, une société financière ou non financière, comme elle peut s'adresser à une personne physique, une personne fortunée, une personne lambda. Exactement. Donc, mais principalement, disons peut-être les personnes fortunées parce que ça va venir répondre à des besoins spécifiques. Effectivement. Voilà. Effectivement. Généralement, comme vous l'avez dit, Madame Nahida, effectivement, concernant le cadre des personnes physiques, elle s'adresse plus particulièrement aux personnes fortunées qui peuvent se permettre ce genre de gestion personnalisée, on va dire. Oui. Donc voilà, en fait, dans le cadre de la gestion individualisée ou la gestion sous mandat, en fait, voilà, le gestionnaire en fait, constitue un portefeuille, comme je dis, personnalisé, qui répond aux exigences du client. Donc, d'où le terme de contrat qu'on a évoqué tout à l'heure pour définir globalement les grandes lignes la gestion d'actifs ou des portefeuilles. Ça d'un côté, de l'autre, pour la gestion collective, donc là, on est plus dans la gestion destinée au grand public. Oui. Donc, d'où le terme collectif. Donc, qui dit gestion collective dit organisme de placement collectif. Et donc, on va construire des portefeuilles où il y en aura plusieurs investisseurs qui vont souscrire dans les portefeuilles. Oui. Donc, ce portefeuille, il va être détenu par un fonds. Donc, l'investisseur, normalement, va souscrire dans ce fonds-là, dans cet organisme de placement collectif, dans cet OPC. Donc, en fait, les OPC sont vraiment les instruments de la gestion collective. En fait, ce sont des structures financières à travers lesquelles divers types d'investisseurs, on peut avoir des investisseurs personnes physiques, personnes morales, caisses de retraite, ou peu importe autres, qui vont mettre leurs capitaux en commun. Et ces capitaux-là vont être placés sur le marché financier par un professionnel, par un gestionnaire, par ce qu'on appelle une société de gestion. Donc, en fait, l'investissement est en quelque sorte mutualisé à travers ce véhicule d'investissement qui est le OPC. En fait, l'un des avantages de la gestion collective est de donner accès à des techniques de gestion sophistiquées. En fait, moyennant un ticket d'entrée moins élevé. En fait, là, généralement, le ticket d'entrée, comme je viens de le dire, il peut être d'une centaine de dirhams pour certains fonds. Donc, voilà, moyennant 100 dirhams, je peux obtenir une part dans un fonds qui va lui-même être exposé sur des instruments sans lesquels je ne serais pas exposé autrement. En fait, il y a des instruments financiers qui sont destinés à ce qu'on appelle des investisseurs qualifiés. Les investisseurs qualifiés, comme leur nom l'indique, c'est des investisseurs professionnels qui ont une certaine compétence professionnelle, une certaine connaissance du marché technique, du marché des capitaux. Et en fait, il y a certains instruments financiers qui leur sont réservés. Qui ne sont pas réservés aux commun des mortels et plutôt au grand public, mais qui le sont via ces véhicules d'investissement que sont les OPC. Bien sûr. Donc, voilà, l'avantage de la gestion collective, en fait, c'est de donner la possibilité à un investisseur de s'exposer à des actifs qu'il n'aurait pas eu autrement. Et donc, en fait, l'autre avantage de la gestion collective est de donner la possibilité, en fait, comme je viens de le dire, à l'investisseur d'être exposé sur plusieurs classes d'actifs. Donc, en fait, un fonds peut, par exemple, investir, on verra tout à l'heure, en fait, les spécificités de chaque véhicule d'investissement, mais grosso modo, pour simplifier, un fonds peut investir, par exemple, un investisseur peut acheter une part d'un fonds qui va investir dans des actifs traditionnels, comme les actions et les obligations, les actions cotées et les obligations, ou il peut s'exposer, donc acheter des parts de fonds dits de financement alternatif. Donc, comme des fonds qui vont s'exposer exclusivement à l'immobilier ou à ce qu'on appelle du non-coté. C'est le capital investissement, donc on verra les spécificités tout à l'heure. Donc, à peu près, grosso modo, c'est ça en fait la structure
dans la gestion d'actifs de manière conceptuelle. Ça donne une idée globale sur le fonctionnement de la gestion d'actifs et il y a lieu de se dire que c'est le fonctionnement au Maroc comme ça l'est aussi partout dans le monde, sans oublier bien sûr le bénéfice premier de cette entreprise même de constituer des portefeuilles, c'est la diversification parce qu'au sein d'une même classe d'actifs déjà, au lieu de détenir un titre, on peut détenir déjà une fraction de plusieurs titres. Et ça, c'est uniquement sur la même classe d'actifs. Ne parlons pas du bénéfice de la diversification en s'exposant à différentes classes d'actifs. Et bien sûr, comme c'est bien connu, on le retrouve souvent en finance, c'est ce principe-là de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Effectivement. Et citons aussi l'avantage d'avoir une gestion professionnelle avec des coûts qui sont relativement modérés. On a quelqu'un qui est totalement dédié au suivi d'un portefeuille, là où un individuel, par exemple une personne physique, n'a ni les moyens ni le temps de faire cet exercice de par sa propre personne et son unique personne. Donc effectivement, c'est très intéressant, ça nous donne un panorama sur ce fonctionnement. Si bien sûr vous avez des questions sur quoi que ce soit à ce niveau-là, n'hésitez pas à les mettre au niveau de la conversation, du chat qui s'affiche devant vous. Donc, c'est bon pour cet aspect-là. Nous pouvons peut-être passer au suivant, dire que maintenant, plus spécifiquement, s'agissant de la gestion d'actifs au Maroc, est-ce qu'on peut avoir un panorama des véhicules existants? Je pense notamment, par exemple, à quelques instruments phares. On peut commencer, par exemple, par les OPCI, donc qui portent sur l'immobilier. Et quel est le bilan depuis leur mise en place et quelles sont les perspectives? D'accord, parfait, bien sûr. De toute façon, comme je viens de le dire, en fait, les véhicules de la gestion d'actifs au Maroc, donc en fait, on peut dénombrer en nombre de trois. Donc, on a les OPCI, on a les OPCC et on a les OPCVM. Les OPCVM étant le véhicule le plus ancien, donc avec une loi qui date de 1993. Oui. Et les OPCI étant le véhicule le plus récent, avec une loi qui date de fin 2016, début 2017, et une mise en application en 2019, avec les premiers agréments qui ont été donnés en juin 2019, si je ne m'abuse. Donc, effectivement, en fait, je tiens juste à rappeler que ces trois véhicules d'investissement sont fortement régulés au Maroc. Oui. Je rebondis très rapidement sur un aspect que vous avez évoqué il y a quelques minutes par rapport au fait que un investisseur peut ne pas avoir le temps ni les moyens pour suivre son investissement au jour le jour. Donc, il pourra confier cet investissement à un gestionnaire professionnel à travers l'OPC. Et donc, en fait, il aura, on va dire, la conscience tranquille. Cela ne l'exempte pas de faire au moins ses diligences. Bien sûr, tout à fait. Donc, de savoir dans quoi il investit. Mais en fait, pourquoi j'ai évoqué le principe de fortement réguler, c'est qu'en fait, il pourra, on va dire, dormir tranquillement, avec entre guillemets, parce qu'en fait, ces organismes de gestion collective sont effectivement très contrôlés au Maroc, soit par le régulateur des marchés financiers, que ce soit par le commissaire aux comptes qui certifie les comptes et des fonds gérés et du gestionnaire professionnel en la personne dans une société de gestion. Oui. Et bien sûr, il y a l'établissement dépositaire. Quand on dit établissement dépositaire, on signifie par là en fait l'établissement qui va être chargé de la garde des actifs, qu'ils soient financiers ou non. Les actifs non financiers, en l'occurrence, moi j'ai en tête l'immobilier, mais bon, qui auront une nomenclature au niveau des comptes financiers du dépositaire. Donc voilà, en fait, c'est juste pour signifier qu'en fait, l'activité de gestion d'actifs au Maroc, c'est une activité qui est fortement régulée. Et partant de ce constat-là, en fait, on va aborder en premier lieu le premier véhicule, qui est le plus récent, qui est l'OPCI. Oui. Donc, comme je l'ai dit, en fait, l'OPCI, alors c'est l'abréviation d'organisme de placement collectif en immobilier. Donc, ici, en fait, l'OPCI, bizarrement, le titre de notre webinaire, c'est gestion d'actifs, réforme et perspectives. L'OPCI, il n'y a pas eu de réforme, parce que le produit d'épargne collectif est nouveau. Donc, il a été, contrairement à l'OPCC, l'OPCVM, dont l'un a déjà eu des réformes et l'autre, la réforme, elle va, j'imagine, suivre incessamment sous peu. Disons que peut-être pour les OPCI, la réforme, c'est leur mise en place en soi. C'est en soi, ça a été un pas qui était audacieux pour le marché marocain
et qui vraiment apporte un réel plus en termes de diversification parce qu'on est sur un univers en termes de sous-jacent qui est complètement différent. Donc, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, les OPCI, de quoi s'agit-il? Alors, les OPCI, comment ça marche? Les OPCI, en fait, l'activité a été lancée, comme j'ai dit, en juin 2019. Donc, il y a eu le premier agrément des sociétés, enfin, des fonds OPCI qui ont été octroyés par le régulateur. Les OPCI sont régis par la loi 70-14. Donc, et en fait, le véhicule d'investissement, il consiste en quoi? En fait, c'est un véhicule dont l'objet principal est l'acquisition ou la construction d'immeubles exclusivement en vue de leur location. Oui. J'attire l'attention sur l'exclusivement parce qu'il n'a pas le droit de procéder à de la revente d'immeubles. Donc, l'objet principal d'un OPCI, donc un fonds de placement collectif d'un organisme de placement collectif en immobilier, c'est de gérer des immeubles dans un but locatif. Et là, quand on parle d'immobilier locatif, c'est du commercial, c'est du résidentiel, c'est les deux? Alors, ce que vous pouvez dire. Alors normalement, c'est les deux. À date d'aujourd'hui au Maroc, il n'y a que le commercial et le... Bon, pour simplifier, il n'y a que le commercial, mais pas que. Le résidentiel, j'imagine, viendra par la suite parce que de toute façon, c'est enfin, c'est bien que vous m'ayez posé cette question maintenant. De toute façon, ça, on va l'aborder parmi les points qu'on verra par la suite pour les perspectives de développement. Le résidentiel, c'est une potentielle perspective de développement pour l'OPCI au Maroc. Il faut dire qu'en fait, à l'étranger, le véhicule d'investissement qu'est l'OPCI, bon, nous, on l'a vu en 2019, à l'étranger, ça date surtout aux États-Unis. Là où ça a vu le jour, ça date des années 60. C'est ce qu'on appelle les REITs, donc c'est Real Estate Investment Trust. Et en fait, c'est un véhicule qui est très ancien. Et aux États-Unis, d'ailleurs, comme je viens de le dire, en fait, on trouve du résidentiel, du commercial, de l'étatique. Ça, on l'a au Maroc, par contre, on a de l'étatique. On peut même trouver on va dire des biens immeubles qu'on va catégoriser peut-être dans des casinos, dans des prisons. Donc, aux États-Unis, il y a cette principale caractéristique, c'est que les biens qui sont objets d'allocation ne s'apparentent pas qu'à du résidentiel et du commercial. Ils peuvent aller outre ça. Disons que l'ancienneté aussi du projet le permet parce que c'est toujours... Il faut le savoir, et c'est valable pour l'ensemble des instruments financiers dont nous disposons ici, comme dans les autres pays. Il y a des stades d'évolution. Là, par exemple, le résidentiel est perçu comme plus risqué que le commercial, d'où le fait qu'on n'ait pas commencé avec cela dès le début au Maroc. Mais le principal avantage, c'est qu'on est sur un produit vraiment innovant parce qu'on est sur ce qu'on appelle vulgairement pierre-papier. Effectivement, oui. Là, on se permet de s'exposer à un sous-jacent qui n'est pas du tout financier. C'est des actifs non financiers avec des revenus stables. Oui. Des revenus stables et un horizon de placement très élevé. C'est-à-dire, en fait, alors quand je parle d'horizon de placement, je parle d'un concept où, en fait, pour réaliser un certain rendement, il faut détenir les parts du fonds pendant une certaine durée. D'accord. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas réaliser un rendement en dessous de cette durée de placement. N'importe quoi, par exemple, si dans le document d'information d'un fonds, d'un OPCI, par exemple, est stipulé que la durée de placement elle est de 5 ans minimum. Ça ne veut pas dire nécessairement que je ne vais pas réaliser de rendement si je vends mes parts avant 5 ans. Oui. Mais le rendement espéré qui est voulu par ce produit-là, je ne pourrais le réaliser qu'à partir de 5 ans. Oui. Quand je peux réaliser un rendement qui est en dessous de ça, si je ne mets pas avant, comme je fais le pari de rendement, c'est pas une garantie en soi. Comme en finance en général, rien n'est garanti, mais ce n'est qu'à titre indicatif que tu communiquer, et voilà. Donc là, par contre, j'ai oublié la question de base, c'était... C'était par rapport à l'immobilier, résidentiel par résidentiel, l'ouverture, la perspective, et voilà. Effectivement. Alors, comme j'ai dit, en fait,
à date d'aujourd'hui, on va dire qu'il y a que du commercial, mais pas que. Il y a aussi enfin, la part prépondérante, c'est les bâtiments à destination de ce qu'on appelle les bâtiments à destination de formation et d'enseignement, qui représentent le gros de l'immobilier locatif géré par les OPCI. Oui. Donc, ça, c'est les chiffres, ça, c'est l'état des lieux au 30 juin 2024. D'accord. Je viendrai par ensuite pourquoi. Petite question, par contre, ici, au niveau de la conversation, quelqu'un dit ne pas entendre. Est-ce que si quelqu'un entend, vous pouvez nous écrire si vous entendez ou pas? Parce qu'a priori, on est bien entendu, donc on voudrait. Parfait, d'accord. Donc, tant qu'il y a quelqu'un qui entend bien, merci Soukaina pour votre réponse. Parfait. Donc, on peut poursuivre. Donc, comme je l'ai dit, en fait, effectivement, ces données-là sont arrêtées à juin 2024. En fait, c'est des indicateurs qui sont publiés par le régulateur, qui sont accessibles par tout le monde. Hein. Oui. En fait, pourquoi juin 2024 et pas autre mois? Parce qu'en fait, les OPCI sont tenus de calculer leur valeur liquidative. Alors, je vais expliquer ça tout de suite pour ne pas aliéner l'audience qui nous regarde. Ils sont tenus de calculer leur valeur liquidative 2 fois par an. Alors, quand on parle de valeur liquidative, qu'est-ce qu'on signifie par là? En fait, la valeur liquidative, c'est un concept clé. Normalement, j'aurais dû l'aborder ou pas, parce que maintenant, ça va vraiment illustrer. Donc, effectivement, voilà. Là, ça va vraiment illustrer le principe de la valorisation de la part, parce que la part, comment elle est valorisée? Elle est valorisée par une valeur liquidative. La valeur liquidative, c'est l'actif net du fonds. Donc, quand je dis l'actif net, c'est l'actif hors dette, divisé par le nombre de parts à cette date donnée. Donc, cette division me donne la valeur liquidative. En fait, la valeur liquidative, comme son nom l'indique, elle est liquidative. Et en fait, c'est la valorisation de ma part si je veux souscrire ou racheter. Exactement. Souscrire étant acheter une part si je ne fais pas partie ou si je veux augmenter ma participation. Et racheter veut dire vendre. Vendre. Parce qu'il y a un jargon qui est spécifique à la gestion d'actifs. Effectivement. En fait, comme vous l'avez si bien dit, en fait, voilà, la souscription, c'est l'achat. Donc, quand je souscris dans un fonds, j'achète des parts d'un fonds. Et quand je rachète mes parts d'un fonds, quand je procède à un rachat, je vends mes parts. Mais je vends mes parts au fonds. Exactement. C'est un grand avantage d'ailleurs de l'ensemble de ces instruments. Oui, effectivement, parce qu'en fait, ces instruments, alors qu'on le verra tout à l'heure, surtout au niveau de la partie OPCVM, parce que pour l'OPCI, la valeur liquidative est calculée 2 fois par an. Oui. L'OPCVM, la valeur liquidative, elle peut être calculée quotidiennement ou 1 fois par semaine. Donc, en fait, le max, c'est 1 fois par semaine. Et on va dire le minimum, c'est chaque jour. Oui. D'accord. Donc, disons que si on rentre sur le site de l'ASFIM, très intéressant, on a l'ensemble des OPCVM existants avec aussi la fréquence de calcul de l'AVM, de la valeur liquidative. Et là, vous allez voir qu'on a beaucoup avancé. On est sur du quotidien pour quasi tous les fonds, ce qui permet une très grande liquidité. Vraiment, on a vraiment avancé au niveau du Maroc. Et il faut aller se renseigner, regarder un petit peu sur les sites des régulateurs, des associations professionnelles. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites. Juste pour expliquer brièvement l'abréviation ASFIM, comme l'a dit Mme Hida, c'est l'association des sociétés d'investissement. Les sociétés de gestion et d'investissement marocaines. Donc, en fait, c'est l'association professionnelle des sociétés de gestion d'OPCVM, parce qu'en fait, chaque véhicule d'investissement, que ce soit l'OPCI ou l'OPCC, a, on va dire, une association professionnelle qui regroupe l'ensemble des professionnels du secteur qui est relatif à ce véhicule d'investissement. Et qui va venir le représenter auprès des autorités, auprès du gouvernement et pour tout ce qui est amendement, pour les actions de plaidoyer. C'est important, l'organisation des professions. Alors, pour enchaîner très rapidement, je vais juste en fait, là j'ai détaillé un peu comment fonctionne un OPCI. Je vais juste détailler en fait l'attractivité du produit.
En fait, l'OPCI afin l'attractivité du produit de 1. Et dedans, en fait, l'introduction d'une spécificité au niveau de la réglementation qui sera ensuite reprise dans la loi relative, l'amendement de la loi relative à l'OPCC et qui sera j'imagine l'année prochaine ou cette année, je ne sais pas concrètement quand sortira la nouvelle loi OPCVM, mais qui sera repris au niveau de la nouvelle loi OPCVM également. C'est ce qu'on appelle les OPCI RFA. Alors, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vous expliquer un peu ce concept-là, qui a été introduit premièrement dans la loi OPCI, comme j'ai dit en amont, ces véhicules-là sont fortement régulés. Quand je dis fortement régulés, c'est-à-dire en fait, ils obéissent à un certain nombre de ratios réglementaires, ce qu'on appelle les ratios prudentiels. Donc, en fait, ces ratios-là permettent de protéger l'épargnant, donc le porteur de part, celui qui va investir, donc souscripteur, l'investisseur en fonds OPC. Et en fait, ces ratios prudentiels, en fait, ils concernent plusieurs aspects. Ils concernent peut-être, concerne l'aspect liquidité, l'aspect endettement. Par exemple, un fonds n'aura pas le droit de s'endetter à plus qu'un certain seuil, un certain pourcentage de son actionnel, par exemple. Un fonds doit avoir un minimum d'actifs en fonction de sa appartenance soit l'OPCI, l'OPCM, l'OPCC, dans une certaine catégorie. D'accord. Un fonds ne doit pas s'exposer, par exemple, à plus d'un certain pourcentage en des titres émis par un émetteur, par exemple. Voilà, pour avoir un portefeuille qui est diversifié. Effectivement. C'est un ensemble de règles qui visent à sauvegarder les intérêts in fine des porteurs de part. Effectivement. C'est des règles réglementaires, en fait, qui, effectivement, comme vous l'avez dit, qui ont un but de sauvegarder l'intérêt et la primauté de l'intérêt des porteurs de part. Et en fait, là, je reviens à l'introduction de l'OPC-RFA. En fait, l'OPC-RFA, c'est quoi? C'est OPCI-RFA, mais il va être introduit également dans l'OPC, comme on va le voir tout à l'heure, et très prochainement dans l'OPCVM. RFA, elle signifie règles de fonctionnement allégées. En fait, c'est des OPCVM, c'est des OPC, des OPCVM, des OPCI ou des OPCC, qui vont avoir des règles bonifiées. En fait, les règles, des règles modifiées. Pourquoi modifiées? Parce qu'ils sont destinés à des institutionnels, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le terme investisseur qualifié. Donc, c'est des organismes de placement collectif qui ne sont pas destinés au grand public, mais qui sont réservés à des investisseurs qualifiés, professionnels, et qui par conséquent vont bénéficier, vu que ces investisseurs qualifiés, entre guillemets professionnels, donc conscients du risque auquel ils s'exposent à travers ce véhicule. Donc on va leur octroyer, de par la réglementation, des taux et des taux, plutôt des règles prudentielles, des ratios prudentiels allégés, comme son nom l'indique. Et ça prend tout son sens dans la mesure où plus des règles seront strictes, plus elles veilleront à respecter la primauté des intérêts de ces clients-là, in fine, de ces porteurs de part qui ne sont pas qualifiés du tout. Exactement. Tandis que voilà, il y a moyen d'avoir des choses beaucoup plus légères et beaucoup plus adaptées lorsqu'on est face à des investisseurs qualifiés dont le cœur de métier est le placement. Et le placement, effectivement. De placement ou non, par exemple. Mais, par exemple, si on prend une caisse de retraite, le cœur des métiers, c'est pas vraiment le placement, mais par leur métier, ils sont appelés à effectuer des placements. Exactement, effectivement. Alors, l'autre attrait, avant de passer, parce que je vois que l'heure défile, avant de passer aux autres types de véhicules, l'autre attrait des OPCI au Maroc, c'est l'attrait fiscal. Oui. Donc, en fait, les OPCI sont exonérés de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Et en fait, cette exonération, elle doit répondre à certains critères. Le principal critère, c'est pour qu'ils soient exonérés, entre autres, ils doivent distribuer un certain pourcentage de leurs résultats. La réglementation dicte que l'OPCI il doit distribuer 85% au minimum du résultat de l'exercice.
Donc, le résultat qui est afférent à la location des immeubles construits à usage professionnel ou d'habitation. Oui. Donc, ça, c'est une formulation telle qu'elle au niveau de la loi relative à l'EPCI. Donc, il y a cet attrait fiscal aussi qui est attractif pour les institutionnels. En fait, il faut juste bien spécifier qu'en fait, l'exonération de l'IS, elle porte sur le fonds, mais pas sur la distribution que va percevoir le porteur de part. Oui. C'est la distribution au niveau du fonds. Sur le fonds, quand il va constater son résultat net au titre d'exercice donné, en fait, il doit distribuer les 85% et il sera exonéré du paiement de l'IS. Mais par contre, la distribution qui va être octroyée aux porteurs de part et aux investisseurs qui auront des parts dans ce fonds-là, elle, par contre, elle est assujettie à la retenue à la source. Oui. D'accord? Donc, juste pour clarifier ce concept-là, brièvement, l'état des lieux au Maroc, c'est le secteur de l'OPCI. Donc, en fait, à fin juin 2024, c'est la dernière donnée qu'on a. On parle d'un encours d'actifs immobiliers tenu par l'OPCI de 95 milliards de dirhams. Oui. Donc, on est là on avoisine à peu près les 200 milliards de potentiel annoncés lors du lancement du produit en 2019. Donc, ça a pris. C'est une très belle évolution. C'est une très belle évolution, effectivement. Aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, on a 50 OPCI qui sont disponibles et qui sont gérés par 9 sociétés de gestion. Donc, en fait, sur les 50 OPCI gérés, on a 38 OPCI qui ont une stratégie d'investissement diversifiée. En fait, c'est-à-dire une stratégie d'investissement qui est axée sur plusieurs typologies d'actifs immobiliers. Et on a 12 OPCI qui ont une stratégie d'investissement spécialisée. Donc, ici, en fait, une seule typologie d'actifs immobiliers. On remarque aussi, on va le dire comme ça pour nos auditeurs, en fait, le marché financier au Maroc, c'est un marché institutionnel. Oui, clairement. Et le marché de l'OPCI ne déroge pas à la règle. En fait, on a une prédominance d'investisseurs institutionnels. Quand je dis investisseurs institutionnels, je parle des caisses de retraite, je parle des compagnies d'assurance, je parle des banques. Donc, en fait, il y a une prépondérance de cette catégorie d'investisseurs. Et en termes de répartition géographique, en fait, les actifs immobiliers détenus par les OPCI actuellement, ils sont sur l'axe Rabat-Salé, Kenitra et l'axe Casablanca-Stade. Oui. La plupart des actifs immobiliers. À l'image de l'activité économique au Maroc, exactement. Donc voilà, ça ne déroge pas à la règle. Effectivement. Peut-être que, voilà, je pense que pour l'OPCI, là, on a un petit panorama. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et peut-être on pourrait passer aux autres instruments. Là aussi, un instrument qui n'est pas forcément l'apanage des particuliers, mais plutôt aussi un petit peu plus les institutionnels, donc l'OPCC, et ensuite on finira par les OPCPM. Donc maintenant, on passe un petit peu à l'OPCC, une revue rapide. Alors l'OPCC, l'abréviation, elle veut dire Organisme de placement collectif en capital. Ça n'a pas toujours été appelé comme ça. Oui. Là, par contre, tout à l'heure, j'avais évoqué pour l'OPCI qu'il n'y avait pas nécessairement de réforme, comme vous l'avez dit. La réforme, c'est le lancement de la loi, de la nouvelle loi qui va lancer le produit au niveau du marché marocain. Donc, en fait, pour l'OPCC, il y a une première loi. Bon, pour l'OPCC, en fait, quand on parle de l'OPCC, on parle de capital investissement, on parle du non-coté. Oui. Donc, disons-le comme ça. La première loi, elle a vu le jour, qui encadrait l'OPCC, elle a vu le jour en 2006. Donc, c'est la loi 4105, mais qui était une loi relative aux organismes de placement collectif, aux organismes de placement en capital risque. Donc, effectivement, l'OPCR. En fait, à la base, l'OPCC s'appelait l'OPCR. Je vais vous détailler pourquoi, juste pour que vous compreniez un peu surtout le cheminement des amendements qu'il y a eu par la suite. Donc, en fait, on parle d'OPCR parce que le capital risque,
bon, peut-être qu'il y en a nos auditeurs qui le connaissent, le terme en anglais, c'est venture capital. Donc, ça concerne en fait les opérations en fonds propres réalisées pour des entreprises innovantes, des startups, ou pour des jeunes entreprises dont le potentiel de croissance est très très fort, très important. Donc, c'est ça le capital risque. En fait, tout le nom risque, ça veut dire en fait, on va mettre notre capital dans des entreprises non cotées réputées risquées. Donc, en fait, la loi de base de 2006, elle a été promulguée dans ce sens. Donc, en fait, elle traitait juste de cet aspect-là, et pas du capital investissement dans sa globalité. Parce que le capital investissement, il couvre le capital risque, mais pas que. Exactement. Il faut dire que l'appellation générale, c'est le capital investissement, que beaucoup de gens ignorent. Et un segment du capital investissement est le capital risque. Et là, on parle de jeunes pousses, de start-up, mais ce n'est pas que ça. Effectivement. Si on peut dire, il y a toutes les phases de la vie d'une entreprise qui sont couvertes dans le sujet du capital investissement. Ça aurait pu faire l'objet d'un webinaire à part, hein, tellement c'est riche et intéressant. Exactement. Mais il faut dire que même au stade où on s'y attend le moins, genre quand l'entreprise elle est en train de dégringoler et qu'on est en train de vouloir la démembrer, même pour ça, il y a du capital, il y a du capital retournement, etc. Donc, il y a vraiment, ça accompagne toutes les phases. Hein. Et c'est un domaine qui est très intéressant, le capital transmission, il y a tout. Donc, c'est vrai que ça a été un choix judicieux d'amender ce texte-là qui était vraiment très, très parcellaire parce qu'on visait quelque chose qui ne correspond pas à toute une réalité économique. Le non-coté a besoin de financement, donc oui. Effectivement. Donc, en fait, comme on vient de le dire, le premier amendement, alors, petite anecdote je me suis amusé en fait à raconter les articles de la loi OPCR. En fait, c'est une loi très courte, c'est 56 articles de la loi de 2006, donc la loi numéro 4105, qui est trouvable sur le net, vous pouvez la consulter. Hein. Vous allez voir, c'est 56 articles, donc c'est très peu pour une loi. Je parle sous votre contrôle. Oui. La juriste de formation, vous confirmez ça, c'est une 56 articles. C'est court. C'est très court. Si je compare à une loi plus ancienne qui est la loi OPCVM, la loi OPCVM, c'est 126 articles. C'est une loi qui date de 93. Alors que l'OPCR, la loi a été promulguée en 2006. Donc, juste pour dire qu'effectivement, comme vous venez de le dire, en fait, ça ciblait une sous-partie d'une classe d'actifs, on va dire, qui est capital investissement. Et donc, en fait, le premier amendement, comme vous venez de le dire, le premier amendement est intervenu en 2015. Donc avec la loi numéro 1814, pardon, qui est relative à l'OPCC. Donc c'est là où l'appellation change. Là, on parle plutôt d'organisme de placement en capital risque, on parle d'organisme de placement collectif en capital. Oui. Donc en fait, on englobe entre autres le capital risque, mais pas que. En fait, on parle de capital investissement dans sa globalité, avec tous les sous-types capital risque, capital retournement, etc. Donc, en fait, voilà, le principal but de cet amendement, il avait pour but d'élargir le champ de la loi, auparavant limité au capital risque, donc pour le remplacer par capital investissement, donc non coté dans sa globalité, que ce soit des entreprises start-up ou des entreprises en très bonne santé financière ou en difficulté financière. Donc, ce premier amendement est intervenu en 2015. Puis, en fait, il y a eu un amendement en 2023, donc pour accompagner le fonds 6 pour l'investissement. Je pense que les éditeurs, ils ont une idée s'ils sont... Pour les Marocains ici présents, je pense que personne n'a échappé à l'annonce de la création du fonds, etc. Pour ceux qui... ne sont pas nos compatriotes, disons que voilà, ça a été une des nouveautés principales sur le marché au Maroc avec l'avènement de ce fonds-là et qui a nécessité justement cette second amendement de la loi OPCC. Comme vous venez de le dire, en fait, c'est l'opérationnalisation du fonds Mohamed VI pour l'investissement, qui est destiné à l'investissement dans le secteur privé. Le fond, l'essence même du fonds, il remonte au discours royal de Sa Majesté le Roi en 2020, si je me rappelle bien. Donc, qu'il a évoqué dans le discours dispatch, si je me rappelle bien. Donc,
discours alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais bon, le deuxième discours, c'était le discours de l'ouverture de la séance du Parlement, donc l'année 2020-2021, donc où il a stipulé que voilà, le secteur privé au Maroc, il avait besoin d'une relance économique. Oui. L'année 2020, comme nous savons tous, elle a été le sujet, c'était une année mémorable pour beaucoup de monde. Donc, c'est la crise de Covid-19. Et donc, pour la relance de l'économie, il y a eu lieu d'instaurer donc ce fonds-là. Donc en fait, ce fonds-là, comme on vient de le dire, il va se concentrer sur l'investissement dans la sphère privée. Quand je dis sphère privée, je parle plus spécifiquement de la PME, mais pas que. Mais disons que, étant donné que notre tissu économique est principalement constitué de PME, voire de TPE, de très petites entreprises, il y a lieu de drainer les financements vers ces entreprises qui ont besoin de… Oui. Mais je pense que là, c'est tellement un grand sujet, tout ce qui concerne ce volet-là, que ça pourrait faire l'objet d'un webinaire ou d'une… Oui. Je pense que… vu le temps qui est imparti, on pourrait carrément arriver à la réforme majeure, celle que tout le monde attend. Effectivement. Et celle qui est relative à l'instrument ou la classe d'instruments la plus connue dans le domaine de la gestion d'actifs, à savoir l'OPCVM. Donc là, allez-y et après, on ouvrira sommairement des questions-réponses. Alors, très brièvement, parce que je vais faire le lien avec le marché OPCVM. L'OPCC, à fin 2023, on juste je donne des chiffres par rapport à l'activité OPCC. Comme ça, les gens ont une idée à peu près de l'état des lieux de l'activité au Maroc. Oui. Donc, tout à l'heure, on parlait de 95 milliards pour l'OPCI. Pour l'OPCC, en fait, on est à 2,5 milliards de dirhams. Donc, ça commence à prendre. Oui. Il faut dire qu'en fait, l'activité, elle a vraiment démarré. La loi date de 2006, enfin, la loi OPCR date de 2006, le premier amendement date de 2015. En fait, l'activité a vraiment pris suite à la deuxième amendement, donc, qui est intervenu en 2023, qui a entre autres introduit, bon, ça je le dis brièvement, le concept qui a été introduit dans la loi OPCI, d'OPCC, RFA, effectivement. Oui. Donc, c'est là où le secteur a vraiment pris. Il y a vraiment eu des levées records historiques au niveau de ces dernières années, comparativement aux produits, surtout de sa durée de vie, depuis 2006. Donc, en fait, comme je compte sur cet aspect-là, après on passe aux OPCVM. De toute façon, je vais commencer par donner un peu le chiffre du secteur qui lui donne le vertige comparativement aux autres. Parce que là, on parle d'un chiffre, pour ne pas dire astronomique, un chiffre très très grand et qui a évolué de manière très significative au cours des dernières années. Donc, en fait, l'OPCC, c'est 2,5 milliards de dirhams d'actifs sous gestion. Et c'est 13 OPCC pour 13 sociétés de gestion. À fin 2023, il y en a eu 2 qui sont en cours qui ont été agréés entre début 2024 et là d'aujourd'hui. Voilà. Je passe à l'OPCVM. Alors, pour que vous ayez un ordre de grandeur, donc là, on avait dit l'OPCC 2, c'est 2,5 milliards de dirhams d'actifs sous gestion, d'actifs nets, pardon. L'OPCI, c'est 95 milliards d'actifs. Et l'OPCVM, c'est 500, alors c'est à fin 2023, c'est 559 milliards d'actifs nets sous gestion. Alors, au 8-11-2024, donc les derniers, si vous pouvez les consulter, de toute façon, les chiffres, ils sont disponibles sur Internet, sur le site de la SFIM. Alors, l'actif net au 8-11-2024, donc il n'y a même pas 10 jours, c'était 663 milliards de dirhams. Donc, en fait, on est passé de 559 milliards en fin d'année à 11 ans plus tard à 663 milliards. C'est une évolution beaucoup plus qu'importante au regard, oui. Effectivement. Et de la conjoncture principalement. De la conjoncture surtout, effectivement, parce qu'on sort d'une spirale, enfin, on n'est pas encore sorti, mais l'inflation de par le monde, elle est atténuée. Donc, égard aux décisions des différentes banques centrales d'abaisser les taux d'intérêt, que ce soit la Fed ou la Banque de France, enfin la plupart la Banque européenne, australe-européenne, la Banque Maghreb aussi, donc bon, qui a baissé ses taux
faut dire que depuis la crise de Covid, entre les problèmes de relance économique, couplés à des spirales inflationnistes jamais vues avant, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déconvenues et qui ont fini par affecter les marchés financiers dans leur ensemble. Et la reprise n'est que récente, voire encore timide pour certains segments. Mais là, on voit que on voit vraiment que c'est excellent, effectivement. Et en fait, à titre de comparaison, si je prends si je prends le chiffre, l'actif net sous gestion en fin d'année, c'est 559 milliards. Si je le rapporte au PIB, le Maroc à fin 2023, qui est, si mes souvenirs sont bons, on a dépassé la barre des 1400 milliards. On est à peu près à 39% du PIB, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, brièvement, je l'ai évoqué, c'est donc le secteur des OPCVM, c'est le secteur de la gestion d'actifs par excellence au Maroc. Donc, c'est un secteur qui date depuis très longtemps, depuis 1993. La loi qui régit le véhicule d'investissement qu'est l'OPCVM est là de 1993, avec les premiers fonds qui ont été lancés en 1995. Donc c'est normal, c'est entre la promulgation de la loi, de toute façon, on l'a vu même pour l'OPCI, entre la promulgation de la loi et le démarrage effectif il y a toujours un décalage temporel. Donc là, on est à 8-11-2024, on est à 587 fonds. Donc, quand je dis fonds, 587 OPCVM. Et en fait, c'est un marché qui est attendu, enfin, la croissance de ce marché est attendue de pied ferme, parce que, enfin, que ce soit pour cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas franchement quand est-ce que la nouvelle loi sortira, mais de toute façon, elle a été évoquée à pas mal de reprises. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu la conférence annuelle de l'ASFIM, donc qui a l'ASFIM, c'est l'association professionnelle des sociétés de gestion de PCVM, donc qui a évoqué l'amendement prochain de la loi PCVM. En fait, cet amendement est attendu par beaucoup de monde, que ce soit les professionnels du secteur, que ce soit d'un côté ou les investisseurs de l'autre, parce qu'il va intégrer pas mal d'innovations qu'on trouve à l'étranger depuis pas mal de temps. Alors, les innovations qui ont été citées, parmi les plus importantes, bon, je reste dans la thématique de ce qui a été dit au niveau d'OPCI et d'OPCC, c'est l'introduction des OPCVM RF1. Oui, bien sûr. Donc, dans la même veine, il y aura un parallélisme entre les très différents, des différents véhicules d'investissement d'OPC. Donc, il y aura l'introduction des OPCVM libellés en devises, qui sont déjà prévus dans le cadre réglementaire relatif à l'OPC et l'OPCC. On a oublié de l'évoquer tout à l'heure, mais on va en train d'évoquer maintenant. Alors, il y a surtout l'aspect univers d'investissement, l'élargissement de l'univers d'investissement qui est très attendu. En fait, comme vous l'avez dit au début de notre introduction, il y a eu le lancement du marché à terme la semaine dernière. Qui était très, très attendu. Effectivement, qui était très attendu par les professionnels du marché. Et en fait, quand on dit lancement, il y a juste le lancement opérationnel. C'est-à-dire la bourse de Casablanca est prête de manière opérationnelle à accueillir les premiers instruments, les premiers produits du marché interne. Quand on parle de marché interne, on parle d'instruments dérivés. Donc là, c'est vraiment, il y aura beaucoup plus de possibilités pour les investisseurs et c'est une réforme attendue, on l'a dit tout à l'heure, depuis 2014 que ça date. Donc c'était vraiment quelque chose de très attendu et qui reconfigure notre place financière de compte en compte. Donc on disait, il y a ça en termes d'univers d'investissement. En fait, voilà, le lancement la semaine dernière d'opérationnalisation du marché à terme n'est pas... le financement n'est pas caduc parce qu'en fait, j'imagine qu'ils préparent le terrain pour l'amendement de la nouvelle loi PCVM. Exactement. Qui prévoit, entre autres, et ça c'est vraiment l'aspect angulaire de la réforme de cette loi-là, d'élargir l'univers d'investissement des OPCVM qui va englober, entre autres, les produits dérivés qui seront disponibles sur le marché à terme local. L'introduction des tant attendus ETF.
Les fameux ETF que tout le monde attendait. Effectivement. Alors, donc, 2 mots sur les ETF parce que tout le monde se demande ce que c'est. Alors, les ETF, très brièvement, c'est l'abréviation en anglais de Exchange Traded Fund. En fait, c'est des fonds cotés. Parce que les fonds disponibles actuellement au Maroc, que ce soit pour les 3 véhicules d'investissement, c'est des fonds non cotés, quoique pour l'OPCI, la loi prévoit la cotation des OPCI. Voilà, la réglementation de l'OPCI prévoit leur cotation, qui n'est pas encore d'actualité, qui n'a pas encore été opérationnalisée, mais j'imagine que ça ne saurait tarder. Par contre, la loi OPCM et la loi OPCC ne prévoient pas la cotation. Donc, la loi OPCC, c'est évident parce que. On est sur du non-coté, de toute façon, voilà. Par contre, pour l'OPCVM, la loi du Canada de 1993, elle ne prévoyait pas ce type de. C'est l'évolution qui est normale de tous les marchés. On a beaucoup plus de possibilités techniquement et l'innovation ne s'arrête jamais. Donc maintenant. Effectivement, là, la nouvelle loi PCVM va introduire l'aspect côté des fonds. Donc en fait, les fonds cotés, les ETF, si vous tapez juste ETF sur Internet, vous allez voir que en fait, c'est l'un des véhicules d'investissement par excellence très prisé des investisseurs étrangers. En fait, généralement, quand on conseille, à l'étranger, si vous recherchez un peu, quand on veut conseiller à quelqu'un qui ne connaît rien au marché financier et qui veut s'exposer. Pour commencer quelque part, on lui dit achète des parts d'ETF. Oui. Donc, achète des parts d'un fonds coté et surtout d'un fonds coté, d'un fonds indiciel, parce que la plupart, une grande majorité des ETF, c'est des fonds indiciels. Alors, quand je dis fonds indiciels, c'est-à-dire je parle d'un fonds, je parle de la gestion passive. Je parle d'un fonds qui va traquer la performance, qui va répliquer, pour utiliser des termes plus accommodants, qui va répliquer la performance d'un indice. Donc, en fait, vous allez avoir, en souscrivant dans cette info-là, vous allez avoir la performance d'un indice donné. Donc, ça dépend de l'indice que le fonds va répliquer. Et les indices, généralement, sont relativement résilients parce qu'ils sont balancés, ils sont bien faits. À court terme, c'est très volatile, mais à long terme… Voilà, ça reste un investissement relativement sûr. Il faut regarder ne serait-ce que les performances du MASI. Voilà, c'est difficile de faire mieux. Parlons du MASI, là, c'était aujourd'hui, le MASI a dépassé le cap historique des 14 000 et quelques points. Je n'imagine plus le nombre exact, mais ce niveau historique, il a été atteint en 2008. Donc, imaginez si on avait un fonds indiciel qui répliquait la performance du MASI qu'on aurait eu en 2008. En fait, les investisseurs, ils auraient réalisé une performance. Ceux qui auraient resté jusqu'à maintenant, si on avait eu un ETF en 2008, ils auraient réalisé la performance du MASI 2008 à maintenant. Voilà, exactement. Et en faisant un minimum d'efforts. Et en bénéficiant d'un avantage certain qui est la liquidité d'une action avec les attributs d'un fonds. Effectivement. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hybride, mais qui est de très intéressant. Donc, on voit qu'on est vraiment à la croisée des chemins avec tous ces instruments qui arrivent. Je vous invite une dernière fois à poser vos questions avant qu'on synthétise et qu'on fasse la clôture de ce webinaire. Donc, s'il y a des questions, mettez-les dans le chat. Sinon, j'invite M. Khazalaji à nous dire un dernier mot aussi avec une petite ouverture entre ce qui a déjà été dit et une ouverture sur tout ce qui est FinTech, robo-advisor peut-être. Oui. Est-ce que ça peut reconfigurer le futur de la gestion d'actifs au Maroc? Qu'en pensez-vous? Vous voulez qu'on attende les questions? Je leur laisse le temps de les écrire. Comme ça, s'il y a des questions, on les recevra sur le chat. Sinon, on peut déjà commencer à synthétiser pour respecter notre timing. Effectivement, pour la mention des FinTech, effectivement, le Maroc est encore… ça va venir, mais à l'étranger, c'est déjà le cas. À l'étranger, on a déjà ce qu'on appelle le FinTech comme terme, c'est très large. C'est-à-dire, quand on parle de FinTech, on parle des technologies avancées appliquées à la finance. D'où le nom FinTech, Finance Technology. À l'étranger, ça a pris il y a très très longtemps. Là, on a, à titre d'exemple, que ce soit aux US ou en France, on a ce qu'on appelle les robots advisors, pardon. En fait, c'est des algorithmes qui vont réguler, qui vont conseiller un investisseur.
Alors, c'est un investisseur, il va leur exposer ses contraintes, son objectif, son espérance de rendement, l'espérance de rendement souhaitée, et le robot advisor, comme le nom est clair, c'est un conseiller robot, il va, en fonction des données qu'il lui aura communiquées, il va l'orienter vers un type de véhicule le plus approprié pour sa situation. Donc, au Maroc, alors franchement, je ne sais pas si la nouvelle loi PCVM va prévoir cet aspect-là. Dans tous les cas, les lois des autres types de véhicules, enfin, que ce soit le PCI ou le PCC, n'ont pas prévu comment dire, d'aspect de volet qui traite des fintech, mais peut-être qu'il y aura une nouvelle loi qui va se consacrer qu'à ça, dans le futur. Mais effectivement, c'est un élément de toute façon qui est sous le radar des différents régulateurs, chacun dans son secteur respectif, que ce soit le marché financier, au niveau de la banque, au niveau du marché bancaire, pardon. Donc, au niveau du secteur d'assurance aussi. Exactement, beaucoup d'insurtech, beaucoup de produits d'insurtech. Tout le monde y réfléchit, tout le monde y pense. Après, c'est une démarche de régulation à mettre en place. Est-ce qu'on va être plus ou moins conciliant? Est-ce qu'on va être dans l'encouragement de ce type de procédés, de nouvelles technologies? Sachant qu'il ne faut pas oublier, désolé de vous couper là-dessus, il ne faut pas oublier que, en fait, au Maroc, on a, même avec toutes ces avancées, on a encore, en fait, l'éducation financière n'est pas encore vraiment à bout du jour. C'est pas faute d'avoir essayé. C'est-à-dire, en fait, les différents régulateurs, le gouvernement fait beaucoup d'efforts en ce sens-là. Oui. Parce que ça ne sert à rien. In fine, si on fait des lois, si on fait des amendements, si on fait des lois qui proposent un cadre réglementaire propice pour le développement d'une activité donnée, si le public derrière ne suit pas, exactement. À quoi Donc déjà, on est vraiment à un stade où on cherche l'inclusion financière. Effectivement. Alors, on a une question, je pense qu'on va clôturer avec cette question pour respecter notre timing. Existe-t-il une réglementation relative aux fonds ESG? Monsieur, merci. Alors, on l'état des choses, non. Mais apparemment, ce sera prévu dans un nouvel loi PCVM. Je ne suis pas sûr. Mais concrètement, une réglementation qui régule les fonds ESG, non. Il y a des fonds thématiques, par exemple, il y a des OPCVM avec une thématique ESG. Pour rappel, ESG, c'est environnemental, social et de gouvernance. Donc là, ça va être des investissements qui vont être thématiques, mais avec des entreprises qui respectent certains critères. Par exemple, des entreprises qui sont non polluantes, des entreprises pour tout l'aspect gouvernance qui sont dans l'approche genre, etc. Donc, c'est vraiment devenu à la mode, mais pour autant, est-ce qu'il y a une réglementation? Pour autant, il y a une réglementation à date d'aujourd'hui, non. Voilà, donc ça répond à la question. Mais c'est très intéressant de s'ouvrir aussi sur ce genre de volet. De toute façon, c'est une pratique qui est très en vogue à l'étranger. Bon, la performance n'est pas toujours au rendez-vous comparé aux autres typologies de fonds, mais bon, c'est une question qui se pose. Alors, on va prendre une dernière question de Soukaina Loumani. Comment le marché de croissance pourrait éventuellement améliorer les stratégies de diversification de portefeuille pour les gestionnaires d'actifs? Est-ce que nous avons besoin d'une réforme pour que ce soit plus attractif pour les émetteurs? Peut-être qu'on est en train de parler du marché alternatif éventuellement. Effectivement, d'abord de Casablanca. Oui, écoutez, si vous plaît, juste, je relis la question en entier. Comment le marché croissance pourrait éventuellement améliorer les stratégies de diversification? Alors, la stratégie, est-ce qu'on a besoin de réformes pour que ce soit plus attractif pour les émetteurs? À mon avis, non. Il n'y a pas besoin d'une réforme. Si Madame Romani elle évoque ce que j'ai en tête, vous parlez du marché alternatif, comme vous venez de le dire, Madame Heda. Normalement, nous, on a besoin d'une réforme du marché alternatif. Alors, éventuellement, pour la partie diversification, oui, ça peut éventuellement améliorer la stratégie de diversification parce qu'on aura peut-être des sociétés
qui seront cotés dans des secteurs, parce que le marché interactif, bon, là, rappelons-le très rapidement, est destiné aux PME. Au PME. Aux PME. À date d'aujourd'hui, la Bourse Casablanca, les 114 sociétés cotées, si je ne m'abuse, c'est pas des PME, c'est vraiment des grandes sociétés. Mais effectivement, l'exposition à des PME cotées, bien sûr, pourrait aider à améliorer la diversification des gérants de portefeuille, effectivement. Mais est-ce qu'on a besoin d'une réponse pour améliorer la réforme? Je ne pense pas. Très sincèrement, je ne pense pas. Parfait, ben, je vous remercie infiniment pour votre présence aujourd'hui, pour votre générosité. J'invite tous ceux qui sont intéressés à interagir avec l'école. Et donc, nous avons une dernière question. Je ne sais pas si on peut se permettre comment les dernières réformes financières peuvent-elles changer le métier de la gestion d'actifs au Maroc. Peut-être qu'on va dire 2 mots sur ça avant de clôturer, parce que c'est quand même notre étudiant. Normatique, comment on dirait, ouais. Ah oui, bah, par exemple, il y a des métiers nouveaux. Aujourd'hui, on voit le crowdfunding. Il y a des plateformes de crowdfunding qui vont avoir besoin de spécialistes. Effectivement, en fait, bon, je réponds à la question de Nolmaté très rapidement, avant de passer à celle de, enfin, qui n'est pas une question, mais juste une indication, mais de toute façon, une indication bien placée. Parce qu'on a, en fait, on a abordé les trois véhicules d'investissement, les 3 principaux véhicules d'investissement. En fait, il y a le crowdfunding qui va venir par la suite, qui est un outil de collecte de l'épargne. Alors, pour la question de Nolmaté, comment les dernières réformes financières peuvent changer le métier de la gestion d'actifs au Maroc? On va dire en fait que le métier de la gestion d'actifs, en fait, les gérants d'actifs, les gestionnaires d'actifs, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, ils ont été confrontés à des produits très traditionnels. Donc, en fait, je l'ai évoqué au tout début, mais le marché financier marocain, c'est un marché institutionnel, comme on l'a dit, et c'est un marché de dette. C'est-à-dire le plus gros du marché financier marocain, c'est l'instrument de dette, c'est les bons du trésor, c'est la dette privée, effectivement. Donc, en fait, les réformes qu'on a évoquées, que ce soit celle de l'OPCI et de l'OPCTN qui va venir par la suite, donc elle va introduire de nouveaux types d'instruments qui vont pousser les gestionnaires d'actifs à être plus affinés dans ce type d'instrument, vu qui n'ont jusque-là été habitués qu'à des actifs traditionnels. Exactement. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, bien sûr. Non, mais c'est clair, je pense que oui, de toute façon, on va avoir une multiplication d'intervenants déjà, de par la taille du marché qui grandit, et on va avoir de nouveaux métiers qui vont apparaître parce que c'est des spécialités. Ceux qui vont être sur les dérivés ne sont pas ceux qui sont sur des expositions plus classiques. Et donc, pour ne pas tarder outre mesure, on a clôturé le sujet et je remercie tous ceux qui ont été présents aujourd'hui. Normalement, la session sera enregistrée et diffusée sur les réseaux de l'école. Et bonne soirée à tous. Au plaisir de vous revoir et merci encore une fois, M. Fabalachi. Merci pour l'invitation. C'était très intéressant. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.